Ça y est. Recording in progress, il m'a dit. Ça veut dire que ça tourne. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Karen. Bonsoir à tous les participants ce soir. Tu veux démarrer, Karen? Allez, je fais l'intro. Donc, bonjour Michel. Merci d'être avec nous ce soir à notre troisième conférence, visioconférence en ligne. Donc, ce soir, nous allons aborder les conflits. Donc, la suite de la dernière fois où on était plus sur la communication. On a quand même abordé pas mal de choses ensemble et de pistes. Donc là, on va un peu plus loin et on va voir ce que tu nous proposes. On va voir les interactions aussi, s'il y a des personnes qui demandent des choses. Moi, je pourrais aussi poser des questions. Et, euh, et voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente conférence. Et pour ceux qui nous regarderont par la suite, ben, profitez bien de cet instant pour soi. Voilà. Je te redonne la parole, Michel. Allez, ça marche. Merci, Karen. C'était un instant pour soi, comme tu dis. Un instant pour aller regarder un petit peu à l'intérieur de nous, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on parle de conflit. Et je nous invite à ressentir le plus authentiquement possible qu'est-ce qui se passe dans les ressentis profonds par rapport à ce qu'on va évoquer et quelle réflexion ça peut m'évoquer, réflexion ici, mais ressenti un peu plus bas et les émotions qui peuvent être éventuellement générées. Euh, L'objectif ce soir, c'est de parler un petit peu de conflits, des conflits. Qu'est-ce que c'est et comment gérer des conflits. Euh, je pense que vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que les conflits sont naturels et partout, puisque nous sommes en relation avec d'autres êtres humains et que nous sommes également en relation avec d'autres parties de nous-mêmes. Et on aura ça à évoquer éventuellement au mois de janvier quand on parlera des relations un peu plus précisément. Mais à partir du moment où nous sommes en relation, il peut y avoir des conflits intérieurs ou des conflits extérieurs, des, euh, des oppositions, des situations qui peuvent nous mettre en difficulté. Quelquefois, on parle de le petit ange et du petit démon qui sont posés sur les épaules. Il y en a un qui nous murmure quelque chose à l'épaule gauche et puis l'autre qui nous murmure tout le contraire à l'épaule droite. On pourrait garder un petit peu cette image quand il s'agit de conflits intérieurs, de trouver des solutions pour être à la fois à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et de nos émotions, et à la fois trouver le moyen d'être le moins possible débordé par ces émotions, qu'elles puissent nous servir à nous donner des indices sur ce dont nous avons besoin et aussi qu'elles puissent être apprivoisées, et c'est un autre sujet. En tout cas, les conflits intérieurs arrivent souvent lorsqu'on a quand on a des difficultés, qu'on se sent en difficulté avec des émotions qui nous traversent. Et, et rien que ce sujet-là mériterait qu'on y passe toute la soirée. Donc, je vais me concentrer un peu plus ce soir sur les conflits à l'extérieur, les conflits avec d'autres personnes, avec nos proches. Euh,
on est quand même, nous sommes quand même ici dans un dispositif d'accompagnement à la parentalité, à la famille, de soutien au niveau du foyer, on va dire ça, comme ça. Et donc, je vais plutôt aborder ce sujet-là, si ça te convient, Karen, avec le foyer et la famille. Ok. Elle m'a fait comme ça, donc c'est bon signe parce que vous la voyez plus. Euh, donc, déjà, dans un premier temps, je crois que il est important de faire la différence entre un conflit et une querelle. Euh, pour moi, je défends mon point de vue et vous avez évidemment le droit de ne pas être d'accord ou de le voir différemment. En tout cas, ben, j'essaie de vous partager ce que je ressens et ce qui vibre, je dirais, à l'intérieur de moi par rapport à ça. Euh, un conflit, c'est d'une certaine façon la possibilité de confronter des points de vue. Euh, confronter, conflit, ça commence de la même façon. Confronter des points de vue pour mettre en balance deux avis, deux visions du monde différents, deux constructions personnelles différentes, deux approches différentes, deux sensibilités différentes. Et d'aller chercher peut-être, en tout cas c'est peut-être l'objectif, un espace de négociation et d'écoute. Et ça aussi, l'écoute et la négociation, on l'abordera aussi un peu plus précisément au mois de janvier. Mais dans le cadre du conflit, forcément, quand on est en conflit avec quelqu'un, c'est qu'il y a des opinions qui se confrontent et que ça vient frictionner quelque part sur cette zone de contact dans la relation. Et que l'idée, ça va être de voir comment je me sens à l'intérieur avec cette confrontation, avec cette friction, avec ces étincelles qui sont générées en face et qui me renvoient des choses qui me sont désagréables. Et comment je vais faire pour trouver un espace où je puisse filtrer, je dirais, ce qui se passe émotionnellement et permettre à ce filtre de garder le lien avec l'autre et de chercher une solution. Et on va parler de à quelle place je vais chercher cette solution un petit peu plus tard. La querelle, en revanche, c'est un autre espace. C'est un espace, la querelle, où je veux avoir raison, tout simplement. Et si je veux avoir raison, je ne vais pas chercher à ce moment-là à négocier, je ne vais pas chercher à écouter. D'ailleurs, je ne peux pas écouter quand je veux avoir raison. Et, euh, et je suis dans une énergie émotionnelle qui est très élevée à ce moment-là. Et mon objectif, c'est plus de gagner, d'avoir le dernier mot ou d'avoir raison, que de chercher une solution dans la relation. En fait, quand je suis dans une querelle, je ne suis plus en relation, dans une relation saine, mais plutôt dans une relation de pouvoir. Et si je suis moi dans cette énergie-là et que l'autre est également dans cette énergie-là, vous pouvez facilement imaginer ce que ça va générer dans, dans la relation, la tonalité et la couleur de l'échange qui va avoir lieu à ce moment-là, et la violence potentielle que ça peut générer chez l'un, chez l'autre ou chez les deux. Quelquefois, il y en a un qui peut être dans une énergie de querelle et l'autre dans une énergie de conflit. Eh bien, j'ai envie de dire que dans ce cas-là, si c'est suffisamment perçu, ça peut être verbalisé par la personne qui est du côté de je suis en conflit et je veux bien chercher un espace de négociation. Parce que de ce côté-là de la relation, il est possible de chercher un espace de négociation.
Et si de l'autre côté, il n'y a pas d'espace pour redescendre, je dirais, dans l'endroit où je peux confronter des points de vue sans violence ou sans chercher juste à avoir raison ou à convaincre obstinément, à ce moment-là, euh, l'échange peut continuer à avoir lieu. Sinon, il vaut mieux remettre à plus tard, tout simplement. Euh, Ce qui signifie que, clairement, gérer un conflit, c'est à quel endroit je suis, à qui parle, qui a envie de parler à l'intérieur de moi, au moment où je suis dans cette relation avec l'autre, dans une situation qui me fait des étincelles, qui vient me chambouler intérieurement, un peu, beaucoup ou énormément, ça dépend. Et donc, qui va s'exprimer à l'intérieur de moi? Si c'est ma part je dirais ma part d'enfant rebelle ou d'adolescent rebelle qui va s'exprimer et qui va vouloir absolument avoir le dernier mot et avoir raison, c'est qu'à ce moment-là, on n'est pas dans une quête de solution, dans une confrontation de points de vue constructive qui peut permettre d'aboutir à une amélioration de la situation, mais ou une quête de solution. Mais on va être dans quelque chose de stérile, voire pire, de contre-productif, qui va abîmer la relation plutôt que de l'améliorer. Donc, la question à vous poser, à nous poser, lorsqu'on se retrouve au tout début d'une situation qui nous met en difficulté, c'est qui a envie de parler à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est le rebelle ou la rebelle et qui va sortir les griffes et qui aura juste envie de gagner? Ou est-ce que c'est d'autres parts de moi qui sont plus libres de s'exprimer, même sous pression? Cette part de moi qui peut être en capacité encore de s'exprimer sous pression, c'est une facette de chacun d'entre nous qui s'entretient, qui s'entraîne en fait. C'est un entraînement à apprivoiser ce qui se joue à l'intérieur de moi pour pouvoir plus facilement et de manière plus juste et plus saine, dans l'urgence d'une situation de conflit, d'une situation conflictuelle, réagir comme un réflexe, hein, comme un réflexe sain qui va pouvoir se positionner et qui va pouvoir aussi accepter le positionnement de l'autre dans cette écoute qui est fondamentale à mon sens. Mais c'est une sacrée affaire, c'est une sacrée affaire que d'être dans cette énergie. C'est pour ça que je parle d'entraînement. Pour pouvoir gérer un conflit, une confrontation, ça va demander de pouvoir identifier justement quelle est cette partie de moi qui s'exprime. Est-ce que je suis à ce moment-là comme un parent euh, normatif, directeur, dictateur, qui va commander, diriger, euh, imposer à l'autre quelque chose? Ou est-ce que je suis dans une énergie différente je dirais, de parents ou d'adultes responsables, d'adultes négociateurs, qui va pouvoir faire le tri entre ce qui se passe ici dans mon cœur qui est touché, l'émotion qui me traverse dans mes tripes et qui me pousse à réagir, et comment je vais pouvoir, avec cet entraînement, je dirais, ici, faire le tri de ce qui se joue ici, de ce qui se joue dans mes tripes et trouver une piste de réflexion qui soit la plus équilibrée, la plus juste possible. Et c'est chaud dans ce genre de moment. Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous pouvez vous prendre quelques secondes et penser, vous rappeler un moment où vous vous êtes senti blessé, où vous vous êtes senti touché, et quel est
le mécanisme qui s'est activé à l'intérieur de vous? Est-ce que ce mécanisme vous a fait fuir? Est-ce que ce mécanisme vous a figé? Est-ce que ce mécanisme vous a animé en vous une forme de combativité? Et si combativité, est-ce que cette combativité avait pour objectif de détruire un adversaire potentiel? Ou bien au contraire, est-ce que cette énergie de combativité pouvait servir à la fois à me positionner et à avoir le courage aussi, à un moment, de prendre en compte ce que l'autre exprime jusqu'au bout. Et c'est pas une mince affaire. Nous avons tous des mécanismes historiques de notre enfance, des mécanismes de notre construction émotionnelle, du mode éducatif que nous avons reçu, qui reviennent à la charge très très vite, même à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, et à 50 ans, à 60 ans, à 80 ans, si l'on n'y prend pas garde. Et si l'on ne s'autorise pas à aller s'entraîner un petit peu dans des environnements plus doux pour pouvoir, dans l'urgence, traiter cette situation-là avec plus euh, de puissance justement posée. Ouais. Rappelez-vous un moment où vous avez été blessé, pensez à ce moment et comment vous réagissez dans ce type de situation. Comment vous réagissez dans ce type de situation? Si c'est votre père qui vous met dans cette situation, comment vous réagiriez? Comment vous avez réagi? Comment vous pourriez réagir si c'est votre mère qui vous met dans cette situation? Comment vous réagiriez si c'est votre petite sœur ou votre grande sœur ou votre petit frère ou votre grand frère qui vous met dans cette situation? Comment vous réagiriez si c'est votre conjoint qui vous met dans cette situation? Si c'est votre patron? Si c'est un employé, un subalterne? En fait, tout ça va s'exprimer de manière différente parce que vous n'allez pas être à la même place. Nous ne sommes pas à la même place à ce moment-là. En effet, dans l'environnement professionnel, dans l'environnement familial, la réaction est différente. Et la réaction est différente parce que nous sommes à des places différentes. Mais si c'est mon patron, il peut y avoir un vieux Roland de mon père quelque part, de l'autorité, qui se positionne très fortement. Ou de ma mère, si c'était elle qui avait l'autorité, ou si j'ai plus été élevé par elle. En tout cas, ce Roland, je pense que c'est important de le sentir et d'y mettre de la tendresse, parce que ce sont des mécanismes qui vont se produire et se reproduire longtemps et qui viennent encore quel que soit votre âge. Donc, je nous invite vraiment à percevoir ce mécanisme-là et à sentir à quel point votre envie de réagir peut être forte et comment vous pouvez passer à l'action plutôt qu'à la réaction. La réaction, c'est quelque chose de viscéral qui est un réflexe de protection. C'est reptilien, c'est archaïque, c'est un mécanisme de défense. L'action, c'est le résultat de d'un entraînement pour que je puisse avoir un réflexe naturel plus rapide quand je me sens en difficulté. Je ne sais pas si ça vous parle comme je le dis là. Je ne sais pas si c'est clair comme je l'exprime là. En tout cas, c'est pour ça que je trouve que ça peut être très chouette aussi que vous puissiez réagir. Je vois qu'il y a un petit peu des commentaires qui émergent un petit peu. Donc, je vais mettre afficher les aperçus de discussion pour que je puisse aussi hop, les voir. Permettez-moi une petite seconde. Euh, voilà.
Je vais le mettre quelque part. C'est comme ça pour les personnes autoritaires, je réagis comme une petite. Et ben, en effet, quand on a eu, par exemple, des parents autoritaires ou puissants ou qui usaient d'un pouvoir plutôt que de l'autorité, même quelquefois, ou qui abusaient même quelquefois de leur pouvoir, forcément, si je me retrouve en face d'une personne autoritaire ou d'une personne qui a ce même pouvoir ou même qui me rappelle consciemment ou pas euh, mon enfance ou mon parent ou mon grand frère qui m'écrabouillait quand j'étais petit et qui utilisait l'humiliation, eh bien, ça peut me ramener à réagir comme ça. D'où l'entraînement. Et d'où certains appellent ça du développement personnel, d'autres appellent ça du travail sur soi, d'autres appellent ça. Moi, j'ai envie d'appeler ça jouer avec mon enfant intérieur. Je trouve que c'est plus doux, c'est plus joli. Et ça fait plus envie que de travailler sur soi ou que de faire du développement personnel. C'est vaste et en même temps, pourquoi pas? Bien sûr, ça veut dire la même chose. Mais je me dis que regarder un sportif ou quelqu'un qui veut atteindre un objectif, quelqu'un qui va apprendre à dessiner, il va s'entraîner et il va commencer par dessiner des choses très simples et puis il va apprendre peut-être tout seul, peut-être avec d'autres méthodes. Et puis petit à petit, à force d'entraînement, il va être capable en quelques minutes de faire un portrait incroyable parce qu'il s'est entraîné. Quelqu'un, un sportif qui veut, ou quelqu'un qui veut à un moment donné se mettre à faire de la gymnastique, il va pas faire le grand écart facial d'un jour à l'autre. Il va devoir passer par quelques moments douloureux d'étirement qu'il va choisir, des moments qu'il va choisir pour dire là, je vais faire des étirements, là, je vais faire de la musculation, là, je vais faire quelque chose pour m'entraîner, pour pouvoir arriver à un résultat qui fera que le jour où j'aurai besoin de faire un grand écart, je pourrai le faire. Et je crois que la gestion des conflits, ce sont des grands écarts, des grands écarts, et que on est vraiment dans cette énergie. Euh, Si je suis pas entraîné à faire le grand écart, je vais ou me déchirer, me faire très très mal, ou alors je vais attaquer l'autre avant même qu'il ait le temps de m'appuyer sur les épaules au moment où je fais ce grand écart. J'essaie de mettre des métaphores ou des images pour que ce soit plus parlant. Euh, Parce qu'en fait, pour moi, la gestion des conflits, ça part d'un entraînement qui, qui mérite. Un entraînement, ça se fait en sécurité. Un entraînement, ça ne peut pas se faire en période de guerre. On s'entraîne pas quand on est sur le champ de bataille. Un guerrier d'amour, un champion de la relation ou un champion de la communication, il a reçu plus ou moins de notions à la base quand il était enfant, mais il a surtout choisi de s'entraîner et d'aller chercher des pistes, des solutions sans cesse. Euh, on ne peut s'entraîner qu'en sécurité. On ne peut jouer avec notre enfant intérieur qu'en sécurité. On ne peut aller explorer toutes les dimensions de l'incroyable infini des subtilités qui se jouent dans nos relations et dans les émotions que en se sentant en sécurité. Si je suis sur un champ de bataille ou dans une ville qui est bombardée et que je suis avec mon enfant à la main et que je suis caché sous une dalle de béton qui s'est effondrée au milieu d'une ville qui s'est effondrée avec les balles qui fusent et les bombes qui explosent de tous les côtés, je suis pas en capacité de me poser la question de qu'est-ce que je vais cuisiner, mijoter ce soir pour le repas en famille ou de me demander de quelle couleur je vais repeindre la chambre de mes enfants ce week-end. Je suis juste en train de sauver mes fesses.
C'est quand je suis en sécurité, que je peux aller chercher, que je peux être un explorateur, que je peux aller traverser le désert ou aller faire une randonnée de haute montagne en étant équipé, en étant en sécurité avec éventuellement des personnes qui maîtrisent, qui m'accompagnent, qui assurent ma sécurité et qui m'apprennent à faire autrement ou juste à mettre un pied devant l'autre sur un glacier. Je vais pas traverser le désert en tongs, torse nu, avec une bouteille d'eau. Ou alors, je, je suis fou. Je vais m'entraîner et je vais assurer ma sécurité pour que le jour où je fais cette traversée du désert, je puisse affronter les éléments, les situations, les risques, que je sois suffisamment expert ou que je sois en capacité de m'entourer suffisamment de gens et de personnes compétentes pour assurer ma sécurité et m'aider à apprendre à le faire moi-même. La gestion des conflits, il me semble que ça part de là. L'entraînement dans un environnement où je me sens en sécurité et, et l'expérience. Et puis quelques moments où je vais monter sur le ring pour voir un petit peu si ce que j'ai appris, euh, ça fonctionne. Mais cette expérience sur le ring, c'est pas une expérience d'un combat à mort au milieu d'un champ de bataille. Est-ce que ça vous parle? Pour moi, gérer un conflit en dehors de l'entraînement, ça va être justement d'aller faire l'expérience, d'accepter aussi que je puisse, quand je suis sur ce ring, me prendre quelques coups qui vont piquer les yeux ou qui vont faire mal, mais que je vais le faire avec un arbitre et une équipe autour qui va m'empêcher de me blesser. En tout cas, de me blesser au-delà de certains points. Et je crois que je vais pouvoir accepter cette confrontation et accepter un espace de négociation si je suis suffisamment robuste et solide pour aller me confronter à d'autres personnes, d'autres émotions, d'autres façons de voir le monde, d'autres manières de vivre des priorités, d'autres manières de gérer des situations, d'autres manières d'élever les enfants. Dans un couple, il est très rare que les parents, même dans une famille composée, soient totalement en phase et d'accord sur le mode éducatif des enfants, sur comment gérer telle ou telle situation et les conflits. Dans un couple, la plupart des conflits sont au sujet des enfants, de l'argent ou du sexe. Euh, euh, bien, comment aller accepter d'entendre le point de vue de l'autre alors que toute ma vie, j'ai pu vérifier que mon point de vue fonctionne. Même s'il fonctionnait mal, même si j'en suis pas mort. Euh, mais j'ai pas envie de faire autrement, en fait. Il y a trois façons de gérer des situations de cet ordre-là. C'est est-ce que ce que j'ai appris de mes parents, de mon enfance, est-ce que j'ai juste cette capacité à reproduire ce que j'ai appris et à le revivre, à le faire revivre à ma famille, à mes enfants, etc., sans me questionner particulièrement, et pourquoi pas, tant que ça fonctionne de manière suffisamment juste dans le système familial.
Et il y a aussi l'autre méthode qui est de se dire, j'ai bien vu comment ça a fonctionné pour moi et je ne veux surtout pas faire vivre ça à mes enfants ou à ma famille. Et donc, je veux surtout pas ressembler à mon père, je veux surtout pas ressembler à ma mère, certainement pas, et je vais faire tout l'inverse. Et inverser un schéma reçu dans notre enfance, c'est quand même de la reproduction. Et Et la troisième option, c'est de se dire, OK, je vois ce qui s'est passé, en tout cas suffisamment ce qui s'est passé. Pour moi, je peux garder ça, ça et ça, parce que ça me convient, ça me parle et ça fait de moi la personne que je suis et dont je suis fier. Et ça ou ça, par contre, je vais faire autrement, parce que je choisis telle voie pour telle et telle raison, pour des convictions, pour des choix personnels qui sont choisis. Quand j'arrive avec cette énergie-là dans un conflit, euh, je, je vais être beaucoup plus en capacité de prendre en compte ce que l'autre va avoir à me dire et à exprimer. Et je vais être beaucoup plus en capacité à l'écouter, si possible, jusqu'au bout. Parce que souvent, en l'écoutant jusqu'au bout, en étant dans cette écoute entière, je peux arriver à me détacher de cette part de moi qui a envie de convaincre et retrouver cette part de moi qui est empathique et qui va prendre en compte ce que l'autre est en train de m'exprimer. Tant soit peu que l'autre me l'exprime d'une façon qui soit facile à entendre pour moi. Donc c'est vraiment, vraiment un grand sujet. C'est pour ça que la participation de votre part aussi est importante pour pour permettre d'aller peut-être sur des cas concrets. Mais si c'est pas le cas ce soir, en tout cas, là, je vois un message qui dit pas simple non plus quand on est l'arbitre, c'est-à-dire gérer des conflits entre deux personnes. Ah, là, c'est une très bonne question. En effet, c'est un commentaire pertinent. Euh, Quand l'arbitre, c'est nous, et que l'on vient gérer un conflit entre deux personnes, dans la grande, grande majorité des cas, il est probable qu'on ne soit pas à notre place, qu'on ne soit pas à notre juste place. Quand ce sont des conflits entre nos enfants, bien sûr qu'il va y avoir un moment où on va avoir à prendre part et à empêcher que forme de violence puisse se mettre en place entre nos enfants. D'où l'entraînement, c'est que l'entraînement, ça va être petit à petit d'apprendre à nos enfants à faire autrement et à trouver eux-mêmes des solutions pour éviter que je sois obligé d'intervenir en tant que parent. Parce que si j'interviens en tant que parent, il va y avoir une règle qui va pouvoir être posée, c'est de dire ma préférence va dans la capacité que vous allez avoir à trouver des solutions. Si vous ne trouvez pas de solution, la deuxième option, c'est de me demander éventuellement un conseil ou de l'aide, mais je ne vais pas trouver de solution à votre place, je vais vous aider à les trouver vous-même. La troisième solution, c'est que vous arrivez ni à la première ni à la seconde, et que là, je vais devoir intervenir pour empêcher la violence qui est en train de s'installer là et que j'observe. Et si je suis obligé d'intervenir, je vais forcément être radical parce que toute forme de violence est interdite dans ce foyer et que si j'interviens, ça va piquer les yeux parce que les conséquences à ces comportements vont être désagréables pour tout le monde. Alors que
Si vous arrivez à trouver une solution entre vous, une solution qui ne mette personne, qui n'écrabouille personne, mais qui fasse que c'est un espace de négociation. À ce moment-là, quelque part, vous aurez la satisfaction d'avoir réussi un sacré challenge, un sacré combat en jouant à, avec cette relation-là de manière juste. Donc, être arbitre, c'est très risqué. Être arbitre entre deux autres relations, c'est très risqué. C'est légitime dans le cas d'enfants parce que c'est notre fonction que de protéger nos enfants et d'assurer la sécurité de notre foyer. Quand être arbitre, c'est un mécanisme qui est un peu plus courant et qui est un peu trop fréquent, c'est qu'à ce moment-là, quelque part, je suis dans une énergie différente qui est peut-être d'être à une place de sauveur ou peut-être d'être à une place de protecteur ou d'autre chose qui est très risquée. Et souvent, vous remarquerez que quand vous êtes impliqué dans une relation tiers entre deux autres personnes, souvent il y a un retour de bâton quelque part. Il y a quelque chose qui peut vous revenir à la figure sans prévenir et qui va générer peut-être de l'injustice parce que vous aurez eu la sensation d'avoir fait quelque chose, d'avoir pris en main une relation pour protéger quelque chose, alors que ça n'était peut-être juste pas votre place ou ma place ou notre place. Quand on est thérapeute, les patients ou les clients viennent nous solliciter pour nous demander du soutien, des conseils, voire nous aider à créer cette médiation. Et c'est bien le métier de thérapeute, c'est de permettre euh, dans la relation que la relation se nourrisse autrement, qu'elle arrête de s'abîmer et que la communication se fasse des deux côtés de la relation d'une manière qui soit la plus saine possible et respectueuse des besoins et des ressentis des deux parties. Mais là, c'est la place de thérapeute. Si c'est à cette place-là que je suis arbitre, c'est risqué quand même. Parce que l'idée, c'est de permettre à cette relation de retrouver son pouvoir de négociation et de retrouver de la sécurité. Quelquefois, il faut dire hop, 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 là, ça va trop loin. Regardez le fonctionnement qui est en train de se mettre en place pour vous. Comment on peut faire autrement? OK. Et là, quelque part, c'est un petit peu la même chose qu'un parent qui va dire à ses enfants, hop, 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 on arrête tout de suite. Regardez ce qui est en train de se passer. Comment vous pouvez faire autrement? Je parle comme un livre, hein. OK, ça, c'est loin d'être une évidence. À partir de quel âge, il y a une question qui dit à partir de quel âge deux enfants peuvent essayer de gérer eux-mêmes leurs conflits. Ça commence tout petit en fait. Ça commence dès qu'un bébé peut être en relation avec avec un autre bébé ou un autre enfant. Euh, sur les lieux d'accueil enfants-parents, on observe très clairement, ou même au cabinet quand il y a de la thérapie familiale, on peut observer qu'il y a un des deux qui va piquer le jouet de l'autre sans demander, ou qui va pousser, ou qui va prendre une place et qui impose un petit peu sa place, et ça génère un forcément. Donc c'est très tôt en fait, même avant de marcher. Quelquefois même, vous mettez un bébé dans un environnement qu'il ne connaît pas, vous le posez au milieu d'autres enfants. Le simple fait d'être posé au milieu d'autres enfants, ça peut le mettre en grande difficulté et générer chez lui des comportements impressionnants. Donc, je dirais que c'est tout de suite que les conflits entre deux personnes,
dès la conscience de ce que je ne suis pas tout seul dans ce monde, que maman n'est pas moi et que je suis en relation avec d'autres personnes, dès cette conscience-là, ça commence. Évidemment, on parlait d'entraînement tout à l'heure. L'entraînement, plus il peut être mis en place tôt dans le schéma familial, dans le système, dans la proposition éducative, etc. Et plus je dirais que de la naissance à l'autonomie, peu importe l'âge de l'autonomie, des fois c'est 15 ans, des fois c'est 80, des fois c'est jamais. L'autonomie émotionnelle et relationnelle. De la naissance à cette autonomie, il y a une succession de petites marches. C'est toutes les étapes du développement d'un enfant jusqu'à son autonomie, jusqu'à sa capacité à créer sa vie de manière libre et le plus libre possible. Toutes ces marches, elles sont piquantes pour les adultes, pour les parents, parce que chaque marche, c'est un changement, c'est une petite crise, en fait. Chaque marche est une petite crise. Mais cette petite crise, elle, elle, elle peut aussi permettre de chercher ensemble des solutions. Nous, les parents, de chercher des solutions euh, dans qu'est-ce qui se joue là pour mon enfant et comment je peux accueillir ça et, euh, et gérer cette évolution. Et aussi, toutes ces petites marches peuvent être faciles à éviter. On peut facilement écrabouiller et empêcher un enfant de se développer, de s'affirmer, de vivre ses émotions, de les exprimer, de nous déranger dans ce qu'on venait tout juste de comprendre dans un fonctionnement et qui change encore parce qu'il a passé la marche suivante. Et il y a Isabelle Filosa qui a écrit quelques livres extraordinaires sur le développement de l'enfant. Et il y en a un que j'aime particulièrement, que j'ai pu essayer et qui parle justement de page par page, de manière chronologique, de toutes ces étapes de développement et de ça y est, j'y suis arrivé, j'ai vu que ça, je suis à cette page-là avec mon fils, avec ma fille, et ça marche. Et puis quelques jours après ou quelques semaines après, ça marche plus. Mais non, en fait, ça marche pas. Mais si, il faut juste tourner la page, regarder la page suivante parce que c'est la marche suivante. Et en fait, c'est un chemin jusqu'à l'autonomie. Quand ces marches-là ne peuvent pas être accompagnées et que cet entraînement-là à l'autonomie ne peut pas être accompagné de manière parfaite, ça n'existe pas, hein, de manière la plus juste possible pour vous, pour les parents que nous sommes. Eh bien, il y a un moment où, à l'adolescence, cette marche-là, elle risque d'être beaucoup plus douloureuse parce qu'elle va être beaucoup plus grande. Si l'escalier est devenu un plat pendant quelques années, ou alors juste une petite évolution parce qu'on a pu empêcher que ça bouge trop à l'intérieur de notre enfant, à l'adolescence, il se peut que la marche soit très très haute. Et c'est ce qu'on appelle la crise d'adolescence. C'est quand cette marche-là, elle est très très haute et qu'on se prend le mur on croit que c'est un mur en fait, alors que c'est une marche qui n'a pas été franchie. Quelquefois, certains adolescents n'arrivent pas à franchir cette marche et vont potentiellement rester dans cette forme de, de subir et de soumission à un schéma éducatif tout puissant. Et quelquefois, cette marche, elle va être franchie en mode catapultage et ça peut piquer fort fort les yeux pour le reste de la famille à ce moment-là. Je vois aussi un message qui dit au début de la conférence, parler du discours intérieur, qui peut nous pousser, si on l'écoute trop, à réagir, style ne te laisse pas faire, l'autre va encore t'écraser. C'est qui commande ici? Difficile de faire faire cette fois. Oui, c'est le petit diable et le petit ange là. Ok. Euh,
moi, je le nommerais un peu différemment, en mode un petit peu plus énergétique ou quantique. C'est la petite voix qui est ici, qui me relie à mon intuition, le troisième œil. Et puis la voix qui est ici, à l'intérieur ou un peu plus bas, vous ne le voyez pas à l'écran, mais un petit peu plus bas dans cette part d'enfant intérieur, euh, qui, euh, qui vit de la frustration, qui vit de la colère, qui vit de la tristesse, qui vit de la peur, etc. Et puis cette intuition-là, et qui peut être intéressante à écouter. Et puis aussi cette part de nous qui est cet ego, qui peut être bloquant aussi, nous empêcher de se taire juste quelquefois, et qui peut nous faire bondir, aboyer, sortir les griffes. Alors que quelquefois, il vaudrait mieux patienter quelques secondes, quelques minutes, voire quelques heures avant de s'exprimer. Donc, ces petites voix, quand elles se bagarrent, je dirais que là, c'est qu'il faut faire une pause à l'intérieur. C'est qu'il faut faire une pause, le temps. Alors, j'ai dit il faut, hein. J'ai dit il faut? Non, j'ai pas dit il faut. Si, j'ai dit il faut. Ah, j'ai dit il faut. Ah non, je veux pas dire il faut, c'est pas, il faut, ça fait vraiment trop dur. Je dirais, est-ce que tendrement, vous pouvez à ce moment-là, nous pouvons à ce moment-là être assez fort, assez courageux pour dire, je vais fermer ma gueule quelques secondes ou quelques minutes. Est-ce que tendrement, je peux arriver à dire, c'est bon, là, je vais un peu prendre sur moi le temps de filtrer tout ce qui est en train de se passer, parce que si ça sort comme ça, hmm, ça va faire des dégâts. Parce qu'il y a une autre partie de moi qui me dit, ouais, mais faire des dégâts, pétard, c'est jouissif, quoi. Ça va être bon, là, de la défoncer, de le défoncer en face. Mais comme ça va être bon, de vomir mon truc et qu'elle en a plein sur elle, là, voilà. Oui, ouais, ouais. Et ça pique, hein. Mmh. Et en général, quand quelqu'un qui vomit dans un environnement, il est souvent l'autre, il se met à vomir aussi, et puis tout le monde se met à vomir, et puis ça sent pas bon, hein. C'est pas sympa. Faire une pause, si c'est possible. Faisons une pause. Laissons redescendre un petit peu cet état d'alerte maximum là. Laissons descendre un petit peu le commando marine là, qui est à l'intérieur de moi et qui a envie de tout péter. Et puis si on n'y arrive pas et que ça sort, eh ben, trop tard. C'est sorti. Forcément, ça va faire quelques dégâts. Euh, il peut y avoir aussi, après ces dégâts, de la culpabilité, en effet. On est reliés, Karen, hein. Super. Ouais. Quand il y a des dégâts à l'extérieur et qu'on a laissé sortir, il peut y avoir quelquefois de la culpabilité d'avoir abîmé quelque chose ou d'avoir fait mal. C'est pour ça que l'entraînement, ça sert. C'est pour ça que l'entraînement, ça sert à être le moins possible dans cet état-là d'urgence majeure où je vais chercher à détruire l'adversaire comme si ma vie était en jeu. Parce que quelquefois, au fond de moi, j'ai l'impression que ma vie est en jeu. Vraiment, vraiment, j'ai l'impression que ma vie est en jeu. Et c'est tellement fort à l'intérieur que je dois survivre à tout prix. Et là, la raison, ça marche pas, hein. Il peut y avoir le mental, il peut y avoir, s'il n'y a pas cet entraînement
régulier, cette capacité à aller goûter cette émotion-là tellement forte et tellement jouissive de dire je vais te défoncer. C'est vrai. Au miracle, nul n'est tenu, et c'est notre parfaite imperfection qui a là à être accueillie, plutôt que de sombrer dans la culpabilité. Eh ben, je dirais que on peut à ce moment-là, quand c'est trop tard, assumer cette part de responsabilité qui est la nôtre, de dire ben là j'ai merdé, là je suis allé trop loin. Plus tôt je peux assumer cette part de responsabilité, plus c'est facile de le faire. Plutôt, je peux dire, ok, je retire ça, ou là j'ai merdé, ou ça va à rien, je dis un truc pareil. Désolé. Plus tôt je peux faire cette action-là, plus facile sera la réparation. Plus je tarde à reprendre la merde que j'ai déposée sur l'autre, plus je vais me torturer à l'intérieur, et plus ça va être difficile d'y aller. C'est comme le saut à l'élastique, ou la chute libre, ou autre chose. Plus je tarde à sauter, plus c'est une torture. Donc, plus vite je peux rattraper mon erreur, plus vite je peux penser cette plaie-là, et moins elle aura de risque de devenir purulente, succulente et, euh, et infecter tout ce qu'il y a autour. C'est aussi créer un climat de confiance que de s'excuser pour avoir débordé. Absolument. Euh, c'est euh, c'est aussi apporter de la sécurité petit à petit dans la relation, que de se rendre compte que lorsque ça pète, et forcément ça pète, forcément ça va péter. Si ça pétait jamais, ça voudrait dire que presque quelque part il y a un abus de pouvoir quelque part. Il y en a un qui est complètement dominant et l'autre complètement écrasé. Donc forcément ça pète. Mais ça peut péter de manière réparable, et avec la capacité de chercher quand même à renégocier tout le temps. Et là, c'est l'amour, hein. Je dirais que là, c'est l'amour de soi, c'est l'amour de ces petits bonhommes, cette petite bonne femme à l'intérieur de nous, qui va nous permettre d'être plus fort que notre ego, qui a envie de jouir de cette toute-puissance à un certain moment. Et, et ça va en effet permettre à toutes les parties d'identifier petit à petit, et c'est dans l'inconscient que ça va se manifester, que ça va s'ancrer, que en fait, même si on se dispute, même si on se confronte quelquefois, même si des fois c'est fort parce que on lâche pas le morceau, on reste ensemble quand même. La relation ne s'arrête pas. Euh, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas rejeté, même si sur le moment je peux le sentir. À la sortie de tout ça, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas rejeté, je ne suis pas trahi, je n'ai pas été humilié, ou je me suis, ou en tout cas ça a été réparé le plus tôt possible. Et donc ça crée petit à petit un climat de sécurité dans le foyer, dans la relation. Et c'est ce que j'appelle apprivoiser la relation. C'est apprendre à la voir et à identifier que malgré tout ça, on s'en sort, et on peut quand même continuer à grandir ensemble. Plus le temps passe, plus c'est risqué, plus c'est difficile, plus c'est une torture intérieure, plus c'est un feu qui ronge à l'intérieur, ou de la glace qui fige tout à l'intérieur. Le feu ou la glace. Donc, si je devais, euh, oui, et un petit mot encore, ne pas prendre les choses personnellement, éviter le conflit. Oui, c'est un des accords Toltec, absolument.
quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire personnelle. On pourrait faire un zoom, une visio sur ça, ça pourrait être intéressant. Ouais. Tous les deux, cette fois-ci. Mais oui, en effet. Mais c'est pareil, ne pas prendre les choses personnellement, euh, ça demande de l'entraînement. Ça demande ben de faire cette expérience, de regarder que au fond, là, je suis blessé personnellement parce que c'est comme si tu me touchais moi directement. Alors que bien souvent, ce qui nous est euh, envoyé de l'autre côté, ça parle d'abord de la vision du monde de l'autre et des blessures de son système. Mais c'est un autre sujet. Donc, si je devais, est-ce que je peux faire conclusion ou est-ce que tu as une question supplémentaire? Euh, Oui, bah, moi, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Après, c'est vrai que cette formule de visioconférence, rend les choses moins évidentes pour, évoquer des situations, personnelles. Donc on verra pour quand même, offrir la possibilité d'avoir des temps, physiques de présence, avec toi, et remettre, des soirées en place, occasionnellement pour que les et à l'avance, pour que les personnes puissent, s'organiser et venir. Parce que du coup, effectivement, on a expérimenté ça il y a quelques années en arrière et le fait d'être en groupe et de pouvoir, aborder des situations, précises, c'est vrai que c'est parlant. Il y a des exemples et en général, la situation d'une personne parle aux autres aussi et du coup, tu peux rebondir pour étayer, tout ce que tu viens de nous partager. Donc là, on va dire que c'est des comment on pourrait appeler ça? Un démarrage, un démarrage avec des informations et après, si on peut faire des temps de rencontre et de partage, et relancer des des accueils en présentiel, donc n'hésitez pas à me faire remonter, par mail ou par le biais des collègues, ou partenaires si vous avez, des créneaux sur lesquels vous pouvez vous rendre disponible, parce que nous, on ne sait pas quand programmer nos rencontres, il y a pas vraiment de bon moment. Donc n'hésitez pas à nous dire, ce qui est possible pour vous. Et du coup, ben, merci Michel pour, nous avoir, partagé toutes ces informations ce soir, avec des exemples, c'était concis, précis comme d'habitude, voilà. Moi, je suis satisfaite. Merci beaucoup, Karen. En tout cas, c'est un exercice délicat parce que c'est un vaste sujet et sans échange comme ça, je n'ai volontairement pas de notes particulières ou de plans préétablis parce que je me laisse aussi porter par ce qui peut se passer et je te remercie de m'avoir aussi guidé à certains moments à travers des petits mots tout à fait justes au bon moment et ça me permet aussi des fois de revenir sans trop digresser et c'est super. Merci, merci. Et merci à tous pour ce moment. J'aime pas trop me voir à l'image, mais mais en tout cas, c'est une grande expérience de vivre ça et de vous savoir derrière aussi c'est, vos cadeaux hein, que je prends avec joie.